comme un reproche à notre manque de foi, comme un signe destiné à nous secouer, nous qui hochions la tête avec scepticisme en écoutant les cris des tunes proclamant sur les places publiques le communiqué officiel du Conseil, nous, habitués depuis l'enfance à l'appeler l'immortel et l'éternel, ce jour-là nous reçûmes des signes clairs et incontestables. En réponse aux lamentations déchirantes de cette portée de terrible bête noire, aux yeux d'opale qu'il gardait dans ses appartements suspendus au-dessus de la ville, les chiens de tout Yargorod se mirent à hurler du lever du jour jusqu'à l'arrivée du crépuscule. Sur ordre du chef du conseil des Archilichen, le prince César Bolchakov, accablé par la nouvelle rapportée par l'ancien vénérable, celui qui avait été à ses côtés depuis le début, passant du statut de marchand de pâté à celui de bras droit de l'empereur, les cloches retentirent dans toutes les tours, les drapeaux furent abaissés à mi-mât et les festivités furent annulées, celles-là même qui emplissaient Yargorod chaque automne de tumulte et de liesse. Le morsiarque s'éteignit à la veille des jours magnifiques, lorsque tout le pays se préparait pour les défilés de masques et les carnavals de bouffons, lorsque les étals des marchands débordèrent de crânes en pain d'épices et de squelettes en sucre, et que les jolis visages des jeunes filles se paraient du maquillage de la mère égalisatrice. Une poudre blanche éclatante, des demi-cercles noirs autour des yeux, un cœur noir inversé sur le nez poudré, des spirales rouges sur le front et les pommettes, un blanc éclatant sur les lèvres, traversé de fines lignes noires dessinant des fentes, imitant les interstices entre les dents. L'automne s'était abattu sur la ville dans un bruissement de feuilles dorées, fuchsia et cramoisies, tourbillonnant sous le vent et retombant doucement sur nous. Il s'était également abattu sur le palais du morsiarque, recouvrant d'un chuchotement triste et sec les longues corniches sculptées en forme de faucon aux ailes déployées, les cascades de toits en pentes successives et les aiguilles acérées des tours. Là, dans ses appartements suspendus au-dessus de la ville, il gisait, vêtu d'un manteau râpé en peau d'ours, chaussé de bottes usées et craquelées en peau de serpent, orné d'embouts en argent en forme de crâne édenté. Il gisait, les doigts crispés sur les mosaïques du sol, où les bâtisseurs avaient fidèlement reproduit la carte géographique du monde. Il était tombé sur cette carte comme il avait vécu sa vie, droit et sans dévier. Ses mains mortes s'étaient agrippées à la grande barque, cette partie de la terre où nous vivions et qu'il avait gouvernée avec un pouvoir absolu et incontesté, pendant une vie d'une longueur incroyablement démesurée à toute échelle humaine. C'est avec crainte et à peine un souffle que nous pénétrâmes dans ses appartements. Plusieurs étages, reliés par des escaliers raides, séparés par d'épais vantaux de chêne et des grilles de fer forgées finement ouvragées. Des plafonds et des murs ornés, une ampleur vide et solennelle. Il n'y avait là ni montagne d'ossements, ni tas d'or, ni vierges enchaînées, ni dragons cracheurs de feu comme le racontait la rumeur populaire. Dans un grincement, nous ouvrîmes en grand les hautes fenêtres à vitraux enchâssés dans les encadrements, laissant entrer la lumière tamisée de l'automne et l'air frais de la saison. Le courant d'air balaya sur les carreaux du sol, sur la carte du monde en mosaïque, de petites carapaces d'insectes desséchés. Dans une pièce sombre, servant de bureau, nous découvrîmes un lit de camp pliant, une étagère remplie de livres fragiles dans des langues inconnues pour nous, et un coffre renforcé de fer. Dans ce coffre, il y avait un œuf d'un oiseau inconnu, gros comme une tête d'adulte, d'une teinte violette profonde parsemée de rares taches écarlates, pétrifiées par les âges. Il y avait aussi une selle de cavalerie usée, une gourde vide de grande taille, avec un étui de cuir brodé de perles, une épée rouillée avec une garde façonnée dans le sabot d'un élan, ainsi qu'une paire de bottes neuves, jamais portées, en peau de serpent, avec des embouts d'argent en forme de crâne, une pointure plus petite que celle qu'il chaussait. Nous avions presque oublié son premier nom, celui sous lequel il avait accédé au trône en se proclamant empereur. Contre tous, contre la volonté du seigneur de Carnipolie et du beau-père d'Adrium. Aucune église n'avait accepté de reconnaître la légitimité de son droit au trône. Il avait donc dû fonder la sienne. L'envoyé de Carnipolis à Yargorod, l'évêque Ténébrion, après avoir entendu sa proposition, posa une seule condition. Il accepterait de l'oindre d'huile et de poser la couronne sur sa tête aux cheveux sombres, uniquement si le mortiarque remportait 6 manches de dés. L'évêque, avant de s'engager sur le chemin du service, avait combattu dans les piquiers de Vistir, parcourant tout l'Est, comme en témoignant ses poings semblables à des citrouilles et son nez cassé. Le plus pieux des hommes de Yargorod ne pouvait renoncer à 2 péchés, les dés et le vin blanc sabin, ce qui lui avait valu d'être exilé depuis longtemps pour porter la lumière de la foi aux barbares des marais. Le mortiarque, par courtoisie, perdit la première manche, puis gagna les 5 suivantes. « Qu'il en soit ainsi, dit Ténébrion, j'accepte. » En ces temps-là, on ne l'appelait pas encore l'immortel, mais déjà l'invincible.
Avec le temps, alors que nous-mêmes étions devenus vieux, nous nous rappelâmes qu'il portait le nom de Lexandro. En hommage à Alexandro de Alcancio, le général légendaire dont les phalanges avaient traversé l'Est par le feu et l'épée jusqu'à Kouroumani. Tel était le nom que lui avait donné son père, un centurion du tsar, en partant pour la tristement célèbre campagne contre Kouroumani, laissant derrière lui une épouse enceinte. La campagne s'acheva dans un massacre au cœur des forêts du Sud, et son père ne revint jamais. Le célèbre ancêtre de cette lignée, le légendaire Lexandro de Alcancio, avait rebroussé chemin avec ses phalanges à mi-parcours, dès que l'air lourd des jungles lui avait apporté l'odeur suffocante de la décomposition. Les troupes du tsar et de Vistir ne reculèrent pas, menées par des stratèges qui considéraient Alcancio comme un barbare superstitieux et se prenaient eux-mêmes pour les nouvelles légendes vivantes. Ils disparurent ainsi sans laisser de traces dans ces forêts peuplées de sauvages. Quant à sa mère, elle mourut de la peste, que l'on disait envoyée à la Barca par les chamans lyrtianiens ayant survécu. Orphelin, il fut confié aux moines du monastère de Starodub, où il apprit à lire et écrire, bien qu'il n'y restât pas longtemps, car il avait une âme bien trop audacieuse. Il devint Lexandro de Navie bien plus tard. C'était au bord de la rivière qui coule paresseusement aujourd'hui à travers notre Yargorod, lorsque les troupes rebelles qu'il commandait, sous des bannières noires brodées d'un faucon argenté, affrontèrent le corps de 50 000 hommes de Vistir. Les Vistiriens étaient venus dans nos forêts et marraient pour placer sur le trône le fiancé de la tsarine Zlata, la seule survivante de la lignée royale, descendante directe du roi Rarog lui-même. Ce fiancé, un jeune homme arrogant à la peau bronzée, à peine âgé de 16 ans, avec des cheveux cendrés étincelants et des yeux ambrés, était le neveu du César de Vistir. Par son sang, il devait fonder une dynastie destinée à régner sur la Barca pour les 1000 ans à venir. Sur les rives gelées de la rivière Navie, Lexandro aligna ses troupes. Des murmures s'élevaient parmi les rangs. Les soldats pestaient, crachaient, invoquèrent le protecteur, grinçaient des dents, haussaient les épaules et soufflèrent dans leurs mains pour se réchauffer. À travers la plaine, ils aperçurent une vision qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, la plus grande armée du monde, brillante d'acier et d'or sous une légère chute de neige, prête pour le combat. Ils virent les cataphractes intrépides du César et les éléphants de guerre, la cavalerie sauvage de Tarcha et les mercenaires sabiniens aguerris par 1000 batailles. Des milliers d'infanteries et de cavaliers, des drapeaux flottants, des emblèmes éclatants et la lueur impitoyable de l'acier avide de sang. Les guerriers tremblaient, s'agitaient, commençaient à reculer, et certains murmuraient déjà qu'il faudrait battre en retraite, fuir, se repentir, se disperser dans leurs foyers, se cacher dans les forêts, abandonner cette folie, car tout ce que l'armée rebelle avait affronté jusqu'alors, des forteresses impériales incendiées, se rendant au premier grondement des tambours, des arquebusiers vêtus de vestes rouges, fuyant leur position, des garnisons isolées, de petites villes et des villages reculés, les accueillant avec du pain et du sel sur des nappes brodées, n'avaient rien de comparable avec ce qui les attendait ici. Il chevauchait en tête des troupes, accompagné d'une escorte éclatante. À ses côtés, galopait le prince César Bolchakov, vêtu d'une armure argentée et de fourrure de renard bleu, un garçon qui, il n'y a pas si longtemps, vendait des pâtés au marché de Moukchine. Il était accompagné du vieux Ratislav Talansky, un vétéran de 30 ans aux yeux vides, qui avait combattu lors de la campagne de Kouroumani. Ce génie militaire qui avait vaincu les sinistres berserkers lyrtianiens dans les forêts et levé le siège de Talan avait été écarté du service impérial pour ses idées hérétiques et son penchant pour l'alcool. À leur côté chevauchait Yasuder Viento. Enveloppé de fourrure de renard, un guerrier Tarcha, au visage marqué par des cicatrices rituelles, venu des steppes après avoir reçu un signe de ses dieux, lui ordonnant de devenir l'ombre, le fidèle chien de garde du Mortiarque. Ses cavaliers libres, ses porte-étendards, ses trompettistes et sa garde personnelle formaient une troupe d'élite brillante, au milieu de laquelle le Morsiarque, vêtu simplement, passait presque inaperçu. Grand et mince, droit comme un pieu, juché sur un étalon noir, enveloppé dans un manteau en peau d'ours sans ornement. Les mèches sombres tombant sur son front, il leva son bras ganté de cuir noir au-dessus de sa tête. Le Morsiarque s'avança en tête des troupes, et lorsque sa voix retentit, rauque et furieuse, les cris des premières lignes de lanciers s'éteignirent, suivis par ceux de la seconde ligne, puis, dans un silence absolu, par le reste de l'armée. Les hommes se dressaient sur la pointe des pieds, se poussaient les uns les autres pour mieux voir, tendant l'oreille à chaque mot qui se répandait sur la plaine. « La triade du monde nous guide, Yav, Nav et Prav !» criait-il d'une voix enrouée, avançant à cheval devant les troupes. « Yav, dont est tissée toute notre existence. Nav, où nous errons parfois dans nos rêves. Prav, la grande loi éternelle. » Le vent du nord soufflait dans leur dos,
traînant derrière lui des nuages noirs en essaim. Il apportait des tourbillons de neige, des flocons minuscules, de la gelée blanche. Il hurlait comme un loup affamé, courait comme un lièvre gris parmi les broussailles sèches, rampant sur la terre. Il fouettait les drapeaux noirs, gonflait les ailes argentées des faucons brodés, agitait les glands et plumes entremêlés, les triangles de tissu et les queues de renard. Les nuages, poussés par le vent, couvraient la lumière du soleil. « Nous n'avons pas besoin de lumière !» criait-il à ses soldats. Le froid gelait l'eau, recouvrait de givre les branches, transformait le souffle en nuée de vapeur. Les flocons de neige tombaient sur la plaine, sur les armures et les fourrures, sur les visages burinés par le vent. « Nous n'avons pas besoin de chaleur !» criait Alexandro à ses guerriers. Des milliers d'ennemis avançaient vers eux. « Egelianon severo isenaworeux » loyaux envers leur César, fidèles à l'or qu'ils avaient reçu, avides de bataille, sans connaître ni pitié ni compassion. « Nous n'avons pas besoin de pitié ni de compassion !» hurla-t-il. « À partir d'aujourd'hui et pour toujours, nous défions le monde entier. Nous sommes un mur d'acier hérissé de lances. Nous nous dressons contre tous, contre les dieux démons, la folie divine, contre les hommes sauvages et les bêtes humanisées. Que pouvez-vous nous lancer? Lancer des éclairs et des tonnerres qui brûlent nos forêts, qui font bouillir nos marécages. Vous ne pourrez pas nous réduire tous en cendres. Envoyez contre nous des légions de damnés. Nous les ensevelirons dans les cendres de nos bois, dans les tourbières de nos marécages. La triade du monde. Yav, Nav et Prav. Aujourd'hui, Yav est devant nous, de l'autre côté du champ. Nous irons et la détruirons. Nav coule derrière vous et personne ne la traversera aujourd'hui. Quant à Prav, je connais maintenant le véritable nom de cette Prav, cette loi éternelle qui nous est destinée depuis toujours. C'est avec ce nom que nous irons au combat aujourd'hui. Son nom est Mort. Il avançait en première ligne parmi les hommes en armes et les projectiles ennemis, sphères de feu, lourdes balles de canon, jarres de feu de Kaira, ne l'atteignaient pas comme s'il était enchanté. Au son grondant des tambours, au sifflement aigu des flûtes qui transperçaient l'âme, et avec le crissement des semelles de leurs bottes d'acier sur la neige fraîchement tombée, ces troupes se lancèrent en avant, vers leur destin. La bataille de Navi scella le sort du conflit. Elle détermina nos destinées pour des siècles et des siècles. Dès ce jour, on commença à l'appeler l'Exandro de Navi. Avec la chute des feuilles, le morsiarque s'effaça dans la solitude, sans que personne ne le remarque, tel un fantôme s'évanouissant, mais entouré partout des fruits de ses œuvres. Derrière les fenêtres poussiéreuses de ses appartements vides, il pouvait voir la ville, incarnation de sa gloire, tissée avec les fils robustes qui unissaient tout son empire. Mais le morsiarque ne regardait pas à travers ces fenêtres poussiéreuses. Il errait dans les spirales des escaliers en colimaçon, dans les galeries vides, traînant les pieds avec les semelles usées de ses bottes de serpent, enveloppées dans son manteau râpé en peau d'ours, une lanterne à huile à la main, vérifiant les serrures des fenêtres, comptant les bouteilles et les barils dans les réserves, recevant des rapports du chef de la garde, montant à la serre du palais, donnant des instructions aux jardiniers, descendant au laboratoire pour ordonner ses alchimistes. Comme un écho des jours où tout dans l'Empire se déroulait selon sa volonté, avec sa vigilance sur chaque action et sa participation personnelle à tout. À l'instar des simples travailleurs, crachant dans leurs mains, retroussant leurs manches, il abattait des arbres pour les navires à talent. Épaule contre épaule, jusqu'aux genoux dans la boue, il poussait avec les palefreniers et les dragons, de la garde les carrosses embourbés. Il enseignait à planter des radis et à assister des accouchements, il apprenait aux marins à se guider par les étoiles et aux artilleurs à viser les canons. Infatigable dans son propre apprentissage, il nous enseignait à nous aussi, tirant le pays des marécages et des forêts vers la lumière, comme le légendaire comte d'Adrium, Minigansen, qui s'était lui-même tiré du bourbier en se hissant par sa propre natte ornée d'un nœud. Le morsiarque nous tirait vers la lumière tout en semant les ténèbres partout, avec le culte officiellement autorisé de la mer égaleuse, comme s'il scellait l'œuvre de ses alchimistes et nécromanciens, ces œuvres qui le hantaient lui-même. Gros-Ron, le tentateur, devint son principal compagnon sur cette voie, un guérisseur de foire qui lui fut présenté le jour où ils prirent Moukchine, sorti des cachots du tsar, enchaîné. « Je dois voir le héros !» murmurait comme un fou cet homme qui avait été enfermé au niveau le plus bas de la chambre secrète du tsar, réservé aux confus et aux criminels politiques. Le hasard voulut que le prince César le remarque. Il connaissait la passion du morsiarque pour les sorciers de toutes sortes et ne put laisser passer l'occasion de lui offrir ce cadeau, espérant détourner l'attention du morsiarque en cette journée véritablement sombre pour lui. Gros-Ron ressemblait à un cadavre ressuscité, vêtu de haillons, enchaîné, avec un crâne gris et nu, une peau flétrie du même ton.
Ses yeux étaient entièrement noirs, dépourvus de toute trace de sclérotique, avec de longues ongles noirs et des dents du même éclat sombre. « Je sais comment soumettre la mort, dit-il au morsiarque. Mon attente allait été longue, mais l'heure est venue. À toi seul, héros, je révélerai mon secret. » Ils avaient empris Mukshine, la capitale du royaume. Le morsiarque, tout en écoutant les paroles de Groron, était assis sur le trône du tsar, son sabre sur les genoux, caressant le repose-bras, usé, jusqu'à ce qu'il brille. C'est à ce moment précis que Yasudher, toujours impassible, lui apporta une nouvelle. La tsarine Zlata, dont tu demandais des nouvelles en voyant nos soldats entrer dans la cour du palais de ses parents, a absorbé du poison. La folie s'empara de lui et par un ordre direct, il permit à ses soldats de faire ce qu'il leur avait auparavant interdit, piller, incendier, violer et tuer dans la capitale conquise du tsar. Chacun d'eux avait des comptes à régler avec l'ancien pouvoir et ils se jetèrent sur les marchés et les manoirs des boyards et des marchands, innombrables à Mukshine. Les cris déchirants des femmes et les langues de feu s'élevaient vers le ciel. Le mortiarque était assis au milieu de l'enfer, en plein cœur de celui-ci, dans la salle du trône du palais tsariste. Au sommet du trône, sculpté dans le précieux bois blanc, en forme de signe du ladio, les coups entrelacés, il restait là, sabre sur les genoux, fixant le vide devant lui, ignorant les messagers qui arrivaient avec des rapports sur les excès, ne prêtant pas attention aux commandants qui tentèrent de raisonner avec lui. Les lèvres serrées, il restait silencieux, caressant le repose-bras usé avec la courbure d'une aile de cygne. Le drapeau bleu et blanc du ladio, avec son signe royal, loyal et miséricordieux, avait déjà été arraché et jeté devant les marches de la salle, invitant tous ceux qui entraient à s'essuyer les bottes dessus. À sa place flottait l'étendard noir du morsiarque, avec le faucon argenté déployant ses ailes, implacable et fier. Il écoutait le magicien et guérisseur Groron, accusé de magie noire, dont l'exécution avait été reportée par le régent Svetozar, dont la tête décorait maintenant une pique devant les portes nord de Mukshine, simplement parce que les rebelles approchèrent de la capitale. En l'écoutant, il se souvenait de la première fois qu'il avait vu la tsarine Zlata, bien avant toutes ses brillantes conquêtes, bien avant ses chutes honteuses. À l'époque, on ne l'appelait que Ksania. C'était un garçon de 13 ans qui se promenait sur la place du marché, portant une planche enveloppée dans un tissu, qu'il devait livrer au marchand Liubim, un vieil ami de son père, pour qui il peignait des enseignes. Il entendit les cris des tions, le claquement des fouets et un sifflement aigu. La carrosse de la tsarine traversait la foule, escortée par des gardes portant des uniformes bleus ornés de galons dorés et des pantalons rouges éclatants. La foule se hâta de retirer ses chapeaux et de faire de profondes révérences, mais lui resta là, grand, maladroit et droit comme un bâton, fixant le carrosse décoré d'un signe doré qui avançait entre les dos inclinés de la foule colorée, jusqu'à ce qu'un fouet le frappe au coude, l'obligeant, lui aussi, à ôter son chapeau et à se plier en deux. Mais ce qu'il voulait voir, il l'avait déjà vu. Par la fenêtre, pendant un bref instant, il aperçut un visage délicat, rougi par la pudeur, des tresses dorées, des lèvres rouges. Des doigts fins tenaient un rideau doré, et de grands yeux bleus, très ouverts, sous de longues cils, le regardaient avec curiosité. La manche déchirée par le fouet ne lui permettait pas d'oublier cette rencontre jusqu'à bien tard dans la nuit. Et lorsque la nuit arriva, Ksania se tourna et se retourna, incapable de dormir, cherchant à comprendre ce qui le perturbait. Lorsqu'il comprit enfin, il se calma. Il ferma les yeux et s'endormit. Et dans son rêve, il vit ses doigts fins et blancs aux ongles longs peints d'un rouge intense qui tenaient le rideau doré. Dans son rêve, il comprit qu'il n'y aurait plus de vie pour lui que celle de chercher le doux contact de ses doigts, la joie de les entrelacer avec les siens, le bonheur de les tenir dans sa main tachée de peinture. Tôt ou tard, à n'importe quel prix. Groron lui dit, maintenant assis sur le trône de Mukshine, les lèvres fermées et le regard fixé, « Je sais ce qui te préoccupe, mon seigneur, et je sais ce qu'il faut faire. » Tous étaient en contre lui, personne dans son entourage ne faisait confiance à cet homme fou aux yeux noirs et vides, inhumain. Mais personne n'osa contester, car déjà à ce moment-là, il était le morsiarque, bien que personne parmi eux n'aurait imaginé qu'un jour un tel titre apparaîtrait dans le ladio. Mais tout le pouvoir qui serait encapsulé dans ce titre se faisait déjà sentir dans sa cour à l'époque. Enfermé dans les appartements supérieurs du palais du tsar, Groron passa 2 jours entiers à réaliser ses rituels sur le corps de la tsarine, interdisant l'entrée à tous, y compris Alexandro lui-même, et donnant occasionnellement des ordres à travers la porte entrebâillée aux hommes qui lui étaient assignés. Ils exécutaient sans hésiter chacune de ces demandes, qu'il s'agisse d'apporter de la graisse de cerf fondu, des grains de café, un coq noir vivant, du fil épais, une aiguille ou une lampe à huile.
À ce moment-là, les pillages et les émeutes dans la ville s'étaient éteints d'elles-mêmes. Il ne restait plus rien à piller, ni personne à piller. Seuls les corbeaux, qui croassaient et voltigeaient joyeusement, festoyaient sur les ruines fumantes de la capitale, que les poètes grandiloquents de Vistir appelaient la perle brillante, au milieu des sombres marécages du nord. À la fin du deuxième jour, Alexandro, qui n'avait pas fermé les yeux depuis lors et ne souhaitait plus attendre, entra dans les appartements supérieurs, accompagné comme une ombre par Yasuder, et aperçut la tsarine. Il comprit que Grohron avait tenu sa promesse et méritait donc la vie qui lui avait été promise en échange. Mais il comprit aussi pourquoi, sur ordre du défunt Svetozar, le guérisseur de foire aux yeux noirs avait été placé en attente d'exécution dans les niveaux les plus bas des cachots de la chambre secrète, parmi les assassins et les criminels fous qui menaçaient la couronne. La tsarine se tenait au centre de la pièce, vêtue d'une chemise de nuit blanche, son corps élancé de jeune fille, transparaissant sous le tissu délicat. Alexandro se concentra sur son visage délicat, orné de spirales rouges, dessinées avec le sang du coq noir du doigt de Grohron. Il observa ses lourdes tresses dorées qui tombaient sur sa poitrine, tendant le tissu sur ses mamelons acérés. Il remarqua ses lèvres bleues, cousues d'un fil fin, et ses yeux, grands ouverts, bleus comme des saphirs d'une eau pure, sous les ombres de ses épais cils, vides de toute pensée ou émotion. Elle restait immobile et froide, et seuls ses doigts fins, bleutés par lesquels courait chaque veine, s'étendaient vers lui, lui faisant un signe de bienvenue. Il ordonna qu'on l'envoie au bout du monde, dans un monastère perdu au cœur de la taïga, dans une charrette fermée, sous la surveillance de 3 hommes de confiance. Il s'empressa de l'effacer de sa mémoire, mais cette transformation dont il avait été témoin était désormais entrée dans la vie du Ladio. Elle en ferait partie intégrante pendant des années et des années. Grohron monta en grade, devenant la 2e personnalité la plus importante du pays, surpassant tous les envieux et les flatteurs, dépassant même les plus loyaux, comme le furieux Ratislav ou le brillant Bolchakov. Il fut comblé d'honneur et de confiance, et chaque année, il formait de plus en plus de personnes, qu'il chargeait ensuite de former d'autres nouveaux venus. Ils réussirent à vaincre la mort. La victoire sur la mort devint une routine. Les pages de traités interdits murmuraient. Les chaudrons bouillaient avec l'eau de la vie et de l'au-delà. Et de là émergeaient de longues files de transformés, des êtres nouveaux, ni vivants ni morts. Le jour suivant, la résurrection de la tsarine, il se présenta devant les survivants terrifiés de Moukchine, que les soldats avaient rassemblés sur la place devant le palais. « Je vous rendrai tous ceux qui sont morts ces jours-ci, si, à partir de maintenant, vous jurez de me faire entièrement confiance, en me jurant fidélité en tant que votre seul souverain et protecteur. » Ils lui jurèrent fidélité. Grâce aux efforts de Grohron, aucun de ceux qui étaient métémorts durant les pillages de Moukchine ne fut enterré pour être dévoré par les vers, comme c'était la tradition à Carnipoli. Personne ne fut brûlé sur un bûcher avec des figurines d'esprits protecteurs et des provisions, comme cela était coutume en Ladio depuis des temps immémoriaux. Grâce à la magie noire, avec des techniques secrètes et oubliées, tous ceux qui étaient morts revinrent dans leur famille. Changés, totalement différents de ce qu'ils étaient avant, mais ils revinrent. Le morsiarque, avant et après ces événements, tenait toujours ses promesses. Poussé par une passion secrète qui l'emmena à la guerre et en déclencha une autre encore plus terrifiante, il parvint enfin à réaliser son rêve. Et il fut forcé de s'en détourner, de le trahir pour l'oublier. Depuis ce jour-là, et jusqu'à l'arrivée des feuilles tombées, la passion ne le visita que 2 fois. Les jours terribles de l'invasion, connus en Occident sous le nom de croisade de la purification, prirent fin lorsque les forces combinées du Saint-Empire d'Adrium, du royaume de Farlésia et de l'Alliance de Tornheim franchirent nos frontières. Il voulait mettre fin au royaume de l'obscurité incarnée, dont la simple existence offense toutes les personnes de bien dans les cœurs desquelles subsiste encore une étincelle de lumière, comme proclamait le beau-père d'Adrium en bénissant la croisade. Son avancée fut arrêtée au mur de la nouvelle capitale, transférée à Yargorod, sur la rive du Navi. Une grande partie du mérite en revint au peuple eslavoyar, une ancienne tribu dont l'ancêtre était un dieu changeant. Ce peuple, depuis longtemps détaché des événements historiques, étant considéré comme sauvage en Ladio, laissa passer l'armée envahissante à travers ses terres et se dispersa dans les forêts, organisant pour les purificateurs du beau-père une guerre de guérilla si féroce que les généraux ennemis furent contraints de considérer des négociations. Lorsque les forces alliées de Ladio, la boue et les gelées, firent leur apparition, il devint évident qu'il ne s'agissait plus de négocier, mais de se rendre à la miséricorde des vainqueurs. En remerciement aux Eslavoyards, le mortiarque leur rendit une longue visite.
On disait que tous étaient recouverts d'une épaisse fourrure brune et qu'ils couraient à travers les bois sous la forme de loups, capturant les proies les plus rares avec leurs crocs acérés. Ce qui attira immédiatement son attention fut une jeune fille fragile, à peine entrée dans l'adolescence, fille de Gromoed, du clan Sveril, l'un des plus anciens de l'Adio, aussi noble que les Rarogs eux-mêmes. On disait que son sang était lié aux dieux changeants. D'un visage pur, elle était jugée peu jolie parmi les siens, où la densité de cheveux sur le front et les joues équivalait à la quantité de poussière et de taches de rousseur disposées habilement à la cour de Farlésia. Pourtant, elle conquit le cœur, que tous croyaient mort, du morsiarque dès le premier regard. Le seigneur Ténébrio les maria dans la toute nouvelle cathédrale de tous les saints à Yargorod, dont l'abondante décoration dans le style du Ladio renaissant, qui avait conquis la mort, lui valut le surnom populaire de cathédrale des os. Le bref bonheur qu'ils partagèrent demeura dans sa mémoire comme de petits épisodes, qui s'effacèrent au plus tard, complètement éclipsés par le tourbillon d'impressions de sa vie incroyablement longue. Il se souvenait comment il brossait sa longue tresse châtain qui lui arrivait sous les genoux, et comment, chaque fois, il capturait anxieusement le regard confiant de ses yeux gris depuis le bas. Et lors des nuits froides, sous des couvertures de fourrure, il enfonçait son visage dans son aisselle parfumée, cherchant refuge dans sa solitude éternelle. L'enfant qu'il devait avoir selon les prophéties de la tribu Eslavo-Yar pour unir la force animale des ancêtres de sa mère et la grandeur éclatante de son père, mourut à la naissance. Quelques jours plus tard, sa mère mourut également de la fièvre. Sa suivante et dernière passion, de nombreuses années plus tard, fut Vermilia Kozaleski, une mercenaire de Pchet et veuve d'un trompette des hussards, prise comme trophée à Ryugje, qui avait servi de cuisinière au prince César Bolchakov. Poète de cœur, amatrice de bonne nourriture et de boissons, une fanfaronne bruyante aux cheveux bouclés et aux dentelles, Bolchakov lui avait dédié un poème tendre et coquin. Petite chèvre, yeux verts brillants. Lorsque le prince apprit la passion du morsiarque, il céda sa cuisinière sans objection. Mais le poème se transforma rapidement en chanson populaire. Les gens la chantèrent d'une voix enivrée dans les tavernes et dans les rues nocturnes. Ils la chantaient en sifflant avec audace et en battant le tambour, marchant vers les frontières étrangères avec des mousquets à l'épaule. Ils la chantaient, cachés parmi les buissons, grattant les cordes d'une lyre sous les fenêtres d'une jeune fille aux grands yeux, esquivant habilement les seaux d'eau sale que sa mère jetait soudainement par la fenêtre. Le morsiarque ne put rien faire contre la chanson. « Tu peux tuer chacun de ces chanteurs, » lui dit Vermilia, « mais peux-tu tuer une chanson ? Qu'ils s'amusent, qu'est-ce que ça changera ?» Elle était une politicienne née, contrairement à son mari légendaire. Elle avait aussi un sens de l'humour. Sur son blason personnel, qui décorait sa charrette, sa vaisselle et les tuniques de ses serviteurs, elle fit immortaliser l'image de la petite chèvre espiègle et l'épée de la vengeance, à la fin de la chanson, une branche d'ortie. On disait qu'en apprenant cela, le prince César Bolchakov demanda de la vodka et dit « En enterrant ma cuisinière, aujourd'hui je célèbre ma souveraine. » Puis il commença à boire. Il but pendant une semaine ou deux, jusqu'à ce qu'on requiert sa présence en urgence au conseil des Archiliches, et qu'ils doivent se remettre en ordre dès le matin en se baignant dans un trou de glace et en se frottant avec de la neige. Vermilia la bénit qui conquit le cœur noir du morsiarque, qui séduisit toute sa cour, tous ses vassaux et gouverneurs, tous les envoyés et souverains étrangers qui eurent le plaisir de lui parler, y compris le vizir de Jaffer, bien qu'il fût un eunuque. Elle entra de la main forte du morsiarque dans nos vies, devenant notre souveraine, comme lui omniprésente et inséparable de cette terre et de cette ville, maintenant recouverte des feuilles d'automne. Le morsiarque survécut même à elle, la souveraine bénie, qui l'accompagna dans toutes ses dernières campagnes, et lui donna 2 enfants, des garçons espiègles et joueurs qui ne ressemblaient en rien à leur père sombre et, comme le temps le montrerait, totalement incapables de gouverner. Il survécut à ces 3 passions et à toutes les prostituées de taverne, serveuses d'auberge et concubines de campagne qui se donnaient à lui en échange d'une monnaie tintante, et il les prenait avec indifférence, comme accomplissant un vieux rituel, sans jamais ôter son manteau d'ours ni ses bottes en peau de serpent aux bouts argentés en forme de crâne. Il survécut à tous ses camarades, sauf au vieux Bolchakov, le premier des nobles à oser se soumettre à cette transformation qu'un jour leur montra Groron. Il survécut à tous ses ennemis, depuis le César de Vistir jusqu'au beau-père d'Adrium, mais même lui, notre immortel et éternel, notre mortiarque, bien qu'il fût difficile de le croire, n'était pas éternel. Le morsiarque s'en alla, et derrière les fenêtres, aux vitraux ouverts de son immense et monstrueux palais, criard et de mauvais goût, respirait et vivait sa ville, le cœur de son empire.
Les citoyens ne le pleurèrent pas, car ils s'étaient depuis longtemps résignés à son apparente immortalité. Ils avaient depuis longtemps oublié son existence, comme son majestueux palais qui devint un monument tombeau en vie, lui qui au début effrayait et impressionnait par ses proportions inhumaines, par son éclat sombre, par son étrange incongruité dans le monde des vivants, était devenu une partie de notre vision. Il était devenu inséparable, indispensable et invisible, comme une main ou une jambe, une oreille ou un nez, comme n'importe quelle partie de vous que vous considérez comme essentielle. Vous ne reconnaissez son importance qu'une fois que vous l'avez perdu. En le perdant, nous avons compris à quel point il avait été nécessaire pour nous. Le monstre d'une époque révolue, l'ancien terrifiant, fait non pas de chair et de sang, mais de cendre, de fer et de glace. La momie immortelle, dont le véritable étendard n'était pas le faucon argenté sur fond noir, mais le visage redoutable de la mère égale, la demoiselle à la faux, dont l'image était adoptée par les jeunes beautés lors des jours magnifiques. Les orbites vides des yeux, le cœur inversé dans le nez, les dents nues et acérées. Amoureux de la mort, le morsiarque nous apprit aussi à l'aimer, à nous habituer à penser à elle. Il nous libéra à jamais, depuis la naissance jusqu'à la rencontre avec elle, de la peur et du doute. L'automne fut l'héros de son départ. Et à la place du mortiarque parti, l'automne entra à Yargorod, avec le murmure des feuilles mortes de couleur carmin, fuchsia et dorée, dans la sombre et solennelle robe de veuve. La seule pleureuse, pour celui qui s'en allait, commença à pleurer dans les rues et sur les toits, sur les murs et les girouettes des tours, avec une triste pluie grise.